Vous écoutez Tech Café, votre rendez-vous sur l'actualité des nouvelles technologies. On est le 7 novembre 2023, c'est l'épisode 341. On a plein d'intelligence artificielle générative à relayer dans cet épisode. On a aussi des éléments politiques avec un décret, un executive order du président américain qui nous permet d'aborder plusieurs volets sur la régulation de l'intelligence artificielle. Et puis on a des nouveautés avec plein de services qui s'actualisent, mais aussi quelques informations sur YouTube et le poids qu'il représente dans le web avec le rôle vis-à-vis de la publicité. On va en parler ensemble. Je suis Guillaume Vendée, podcasteur technophile enthousiaste, et je retrouve le responsable du conducteur de cet épisode. C'est Guillaume Poggiaspala qui a eu le bon goût de tomber malade il y a quelques jours et qui est maintenant pleinement rétabli, n'est-ce pas? Salut Guillaume, comment vas-tu? Bah écoute, je suis pleinement rétabli, j'espère ne pas torpiller ce podcast. Tu es, j'en doute pas une seconde, pleinement rétabli, et puis tu as dû prendre ta tisane au miel, tu dois avoir la gorge toute prête. J'ai pris des trucs au thym et tout. Ah bah c'est bien, t'as fait tout ce qu'il fallait. Je souriais parce que j'ai fait une bêtise pour l'enregistrement de l'intro et donc on l'a fait pour la deuxième fois. Aucun souci, c'est parti, professionnalisme avant tout. On réagit rapidement et on va réagir aussi aux personnes qui ont accepté de venir nous soutenir sur Patreon, la plateforme de financement participatif. Il y a Christophe Cano, Mamie Naël, Sébastien T, qui a d'ailleurs partagé un petit texte parce que quand vous vous abonnez à la page patreon.com/techcafé, vous avez la possibilité de laisser un petit texte. Alors, vous n'êtes pas nombreux et nombreuses à le faire, mais quand vous le faites, ça fait évidemment très plaisir. Et donc, Sébastien T, il a dit « Hello, excellent podcast, clairement dans mon top 5 des podcasts indispensables de la tech. » Seulement top 5, j'allais dire. Bon, bref. Le petit plus ici, c'est la dualité entre les deux Guillaume. Oui, j'avoue, je pense qu'on peut le dire assez honnêtement. Je rigole bien à chaque fois. Merci aussi pour ta présence sur Mastodon. C'est un plaisir de pouvoir interagir avec des créateurs sans risquer un détournement de dopamine ou la rencontre avec un nazi. Écoute, merci pour ton petit message. Et puis, bienvenue également à Pereira. Alors, j'en profite pour souligner auprès de vous l'importance que peut représenter ce financement participatif pour Tech Café, qui s'incarne au travers de cette page Patreon, patreon.com/techcafé. Je pense que le podcast, peut-être qu'il continuerait, mais en tout cas, le fait d'avoir les soutiens en financement garantit vraiment le fait qu'on soit toujours là 10 ans après le lancement du podcast, même pour la 11e saison. Votre contribution nous aide à continuer à produire, à diffuser du contenu qu'on espère de qualité, avec un ton divertissant. Je pense que Sébastien T l'a bien remarqué, en profitant du rôle que peut jouer le podcast, vous apporter une veille sur l'actu tech que vous pouvez consommer durant les temps morts de votre quotidien. Vous les connaissez maintenant, je les cite à chaque fois, les transports, le petit déjeuner ou pendant que vous faites du sport. Et puis en plus, en tant que contributeur, vous pouvez profiter d'un flux privé du podcast que vous pouvez écouter pour écouter les épisodes sans la publicité. Donc, rendez-vous sur patreon.com/techcafé. On a un avis sur Apple Podcast, Guillaume. On a plein d'avis maintenant sur Apple Podcast. C'est cool. Vous êtes nombreux à vous prêter à l'exercice de rendre visible le podcast et surtout de le rendre crédible pour les personnes qui le découvriraient sur les apps de podcast. Et donc, il y a sur Apple Podcast Clowner qui a dit: toujours un plaisir de retrouver le duo de Guillaume avec un humour et une bonne humeur qui rend ce podcast tech agréable et toujours intéressant. J'ai une petite parenthèse, Guillaume, j'ai l'impression en lisant ces retours qu'on fait presque de l'humour plutôt que de l'info sérieuse. Bon, c'est bien, c'est qu'on doit à peu près bien faire notre job quelque part. Il si dit, on fait rigoler malgré nous, c'est pas grave. Hein, ça oui, effectivement. C'est presque se moquer de nous peut-être aussi, va savoir. Bon, c'est un moment de plaisir, un peu comme le petit café à la fin d'un repas avec son carré de chocolat. Je trouve son image particulièrement poétique parce qu'il fait référence au café. En plus, j'adore ça. Merci pour ces moments de partage et surtout, merci pour le conseil dans un vieil épisode de l'excellente série The Expanse sur Amazon Prime que je ne connaissais pas et que j'ai élu meilleure série de SF qu'il a vue, nous dit-il. Je vous suis redevable, surtout à Guillaume Pog. Bon, il met pas la suite, il dit zut, je ne sais jamais l'écrire. Enfin bref, il se reconnaîtra. Je pense qu'évidemment, il te désignait. Merci encore et bisous. Et il est en plus un soutien Patreon et fier de nous soutenir. Vous pouvez commenter également sur techcafé.fr et échanger entre vous et avec nous sur le serveur Discord, techcafé.fr/Discord. Dernier volet de ce tour de piste des interactions avec des petits messages. Il y a Tim Néborion qui a écrit donc sur Discord. Il dit: pour revenir de Chine, et j'aime bien ces témoignages, ils sont toujours
toujours précieux. Je confirme qu'on ne peut quasiment pas imaginer l'omniprésence de WeChat dans la société. Donc là, il fait référence à ce que tu vas expliquer sur la super app que voudrait être X/Twitter, Guillaume, et le rôle que joue WeChat auprès de la société chinoise. Et surtout à quel point le système global que ça forme est plus efficace que les apps dispersées qu'on a en Europe. Notez que c'est pas la seule super app. Alibaba est pas loin derrière. Et il y a aussi Meituan, que je prononce peut-être mal, hein, excusez-moi, que j'ai vraiment beaucoup utilisé aussi. Free floating, train, avion, hôtel, resto et autres réservations et tellement d'autres trucs. Alors j'en fais pas l'apologie, centralisation et vie privée, dit-il, mais couplé au fait qu'on est totalement coupé du monde occidental à cause d'un pare-feu national, ça décoiffe. Si la tech est devenue une part intrinsèque de nos vies, alors c'est normal de se prendre un violent dépaysement numérique dans ce type de voyage. J'adore sa remarque parce que ça montre deux choses. Ça montre que quand dans notre esprit on parle de super app, ça veut pas dire qu'il y en a eu qu'une. Alors oui, WeChat a l'air d'être suffisamment plus incontournable que les autres, mais il y a aussi d'autres super apps en Chine. Et puis j'aime bien aussi le fait qu'il souligne que comme la tech est devenue une part importante de nos vies au global, on est très dépaysé sur le plan numérique. Je crois que c'est assez inédit en fait. Je sais pas si il y a de ça 15 ans, on aurait pu être autant dépaysé que ça sur le plan numérique qu'on peut l'être aujourd'hui. Je me rends pas compte. Je pense pas, t'as raison, parce qu'en fait, le problème, c'est qu'il y a eu justement l'avènement du split internet, comme on les appelle, c'est-à-dire les internets qui sont de plus en plus différents, de plus en plus déconnectés, quoi. Et c'est parce que la Chine, c'est de plus en plus déconnecté du vrai internet, en quelque sorte, tu vois. Et elle a son propre, elle est derrière son propre firewall, et puis elle fait ses trucs, et du coup, ça devient une autre planète, un petit peu, c'est clair. Hein. Carrément. Donc, continuez vos témoignages, ils sont très précieux. Et puis, je termine avec un autre message sur Discord de Cacahuète. J'adore le Cacahuète. Ça fait référence à la cacahuète, mais ça s'écrit pas pareil. Et il nous dit, au regard de la masse de connaissances de Guillaume P., j'ai mené mon enquête. Et après avoir épluché le web et infiltré les grosses boîtes tech, j'ai découvert le poteau rose. J'attends une future explication de cette expression désuète, nous dit-il. Il a bien caché son jeu, le bougre, en essayant de brouiller les pistes avec sa définition un peu absconde, générative pre-trained transformer. Mais j'ai trouvé des papiers Day One confidentiels chez OpenAI entre la brouilleuse à papier et la machine à café qui parlent du projet GPT AK Guillaume Poggiaspala Technologies. Donc la vérité éclate, mais en fait, Guillaume vendait, produit des podcasts avec une LLM et un synthétiseur vocal à base d'IA. Guillaume, est-ce qu'il a découvert le poteau rose ? Mais oui, tu avais vraiment beaucoup d'avance, hein, parce qu'il y a 10 ans, c'était c'est quand même très podcasteur technophile-enthousiaste. En fait, justement, je suis Guillaume Vendée, podcasteur technophile-enthousiaste, et je retrouve le responsable. OpenDVD, c'est chaud, et en fait, ça fait une intro tout à fait adéquate, je pense aussi pour la section qui suit finalement, parce que hier, c'est ouvert la première conférence d'OpenAI pour les développeurs. Donc c'est assez incroyable finalement, hein, puisque ChatGPT est apparu en novembre 2022, donc un an tout pile, comme un test finalement, une expérimentation, et aujourd'hui il a 100 millions d'utilisateurs quotidiens, et toujours d'après Sam Altman, 92% des compagnies du Fortune 500, donc en gros les 500 plus grosses boîtes les plus riches du monde, utiliseraient les services d'OpenAI, d'une façon ou d'une autre. D'ailleurs, ils annoncent faire du consulting, ça y est, ils vont commencer le consulting, c'est-à-dire proposer leurs services pour implémenter des GPT personnalisés, mais pour des gros clients, c'est vraiment, ça concerne... les entreprises, pour le moment, ça concerne vraiment pas le grand public, quoi. Il a même dit, ça va être cher, ça sera pas, tu vois, voilà. Donc, ok, c'est pas pour nous. Va falloir raquer, vous inquiétez pas, c'est pas pour monsieur et madame Michu, quoi. Ouais, il y a une keynote donc avec Sam Altman, ça a été l'occasion d'annoncer plein de choses, bien sûr, avec en particulier des améliorations pour GPT-4, qui a été réentraîné sur des données qui vont jusqu'en 2023. Donc le chatbot est donc un des plus à jour, mis à part Grok peut-être, évidemment. Il voit sa fenêtre de contexte, c'est-à-dire sa mémoire étendue à 128 000 tokens, soit dans les 96 000 mots à peu près, ce qui le place au même niveau que Claude d'Anthropic, et puis il devient moins cher à utiliser, puisqu'il y a une version turbo désormais de GPT-4, qui coûtera 3 fois moins cher par token envoyé, et 2 fois moins cher par token produit, parce que c'est pas le même prix. Les prix de GPT 3.5 baissent encore dans la foulée d'autant, il deviendra d'ailleurs aussi possible de fine-tuner GPT-4. Donc l'interface web générale de ChatGPT va se simplifier, donc tout va devenir unifié, donc on n'a plus à sélectionner le modèle qu'on va utiliser, tout ça. Tu écris et le bot tout seul choisit ce dont il a besoin, si tu veux générer une image, il suffit de lui dire, il va le faire. Donc GPT-4 Vision, donc la version multimodale de GPT-4 va se doter d'une API aussi, donc on peut désormais utiliser implémenter dans des logiciels les fonctions de GPT-4 et aussi de DALL-E 3. Il y a aussi le synthétiseur vocal d'ailleurs, celui qui est utilisé dans l'appli mobile de ChatGPT, qui va aussi avoir droit à une API, et Whisper, donc qui est le modèle de reconnaissance vocale, lui, qui est lui aussi utilisé dans l'app, entre autres, qui passe en version 3, c'est une excellente nouvelle puisqu'il est open source.
Donc en parlant d'API, il existe désormais d'ailleurs un assistant API, c'est-à-dire des outils pour développer des agents, des assistants, ou des copilotes, hein, selon la terminologie qu'on préfère, hein, puisque voilà, c'est un petit peu dans l'air tout ça. On pourra donner une personnalité à son agent, un contexte, lui dire ce qu'il devra faire, et puis il aura une sorte de mémoire infinie comme ça, donc il pourra se rappeler plein de choses, il pourra se rappeler plein de conversations, et puis si vous faites référence à quelque chose que vous avez dit dans une autre conversation, il devrait être capable de le voir. Donc, chaque fois qu'on se connecte à lui, en fait, il va garder son état, et on peut toujours rajouter des messages indéfiniment. Donc ça veut dire qu'OpenAI prend en charge la gestion de la mémoire du bot. Donc en gros, il se charge de vectoriser, de stocker le flux de texte, hein, d'injecter ce qu'il faut dans la fenêtre de contexte quand c'est nécessaire, mais c'est lui qui s'en occupe. C'est des choses qui sont déjà possibles, mais il faut que les développeurs le fassent eux-mêmes. Tu vois, là, c'est vraiment OpenAI qui le prend en charge. Et puis, surtout, il sera possible de créer des GPTs. Ah, des petits GPT mignons. Exactement. Des petits GPTs. Alors, les GPTs, les GPT, donc, hein, voilà, en fait, c'est des avatars, des avatars de GPT. Avec une interface web, vous pouvez même d'ailleurs directement le faire en langage naturel. Hein. Ces assistants sont créés tout simplement. On décrit juste ce qu'on veut qu'ils fassent et quels outils ils devront utiliser pour le faire. Donc une fois créés, ces GPTs pourront être distribués via un GPT Store. Donc c'est vraiment un App Store d'OpenAI. Ils pourront même être vendus. Donc on pourra se faire de l'argent en créant des assistants et en les vendant sur le store. Donc à voir comment ce nouvel écosystème va se développer. Hein. C'est une grosse annonce. Alors parce que déjà, c'est très abordable à faire. Il n'y a pas de code. Donc a priori, tout le monde peut créer un GPT. Et je pense qu'on va voir arriver des assistants plus ou moins malins par milliers très bientôt. Donc on va voir comment tout ça va s'équilibrer. Et bon, Sam Altman a annoncé qu'OpenAI aussi, comme Adobe ou Microsoft, allait offrir un certain niveau de protection juridique. Donc pour ceux qui sont un petit peu inquiets des problèmes de copyright, il y aura un bouclier de copyright. Alors précisément, les entreprises qui utilisent son API ne pourront pas être poursuivies pour violation de copyright concernant les productions des générateurs de texte ou d'images. Donc c'est OpenAI qui va gérer s'il y a un souci. Alors ça s'applique pas aux utilisateurs gratuits ou aux utilisateurs plus, hein, cela dit. Donc les annonces de cette keynote sont intéressantes, hein. Bon, c'est beaucoup des améliorations graduelles, hein, il faut quand même le dire. On a même eu un petit coucou de Satya Nadella qui est passé dire bonjour, hein, histoire de montrer qu'ils les adorent OpenAI. Hein, voilà. C'est lui qui a le chéquier, alors attention. Ils adorent OpenAI, mais ça leur coûte un bras quand même. Hein, mais bon, ils adorent. Et bon, Altman a mentionné aussi que ce qu'ils annonçaient, donc ils ont annoncé ça hier, en fait, hier dans la soirée, je crois. Ça allait paraître bien fade par rapport à ce qu'ils étaient en train de créer pour nous. Donc, mon Dieu, quel teasing insupportable. Qu'est-ce que sera GPT-5, mon Dieu. Ah, je suis impatient. En tout cas, il est toujours confiant dans le fait que l'IA apportera l'abondance au monde, des super pouvoirs à la demande pour tout le monde, et de l'intelligence intégrée et amplifiée de partout. Et c'est vrai, qu'est-ce qui peut mal se passer ? Oui, effectivement, on peut se poser la question. Écoute, Guillaume, qu'est-ce qui pourrait mal se passer avec la profusion de ces outils ? C'est sympa de voir qu'on va avoir en plus des conférences annuelles sur Meta, par exemple, sur le matériel, chez Apple, de toutes ces boîtes tech habituelles. On va commencer à voir maintenant annuellement les conférences aussi pour les développeurs de côté OpenAI et probablement de ses concurrents. On sent que ça va devenir de l'incrémentiel aussi année après année, pardon. Donc je disais, Guillaume, tout à l'heure, quand même, on doit se plonger sans autre forme de procès dans le cœur de notre épisode, mis de côté ces informations très chaudes de cette journée avec OpenAI Dev Days, mais on doit parler un petit peu de politique. N'en déplaise à nos auditeurs qui aiment toujours qu'on parle un petit peu de la portée autour de la société des nouvelles technologies. Et justement, Biden a pris la parole sous la forme de décret qui concerne justement, Guillaume, les développements autour de l'intelligence artificielle avec alors plusieurs volets, moi, que j'ai relevé, mais tu vas pouvoir rentrer dans les détails, notamment le fait que, quelque part, il puisse y avoir une forme de filigrane. Alors, on demande encore comment ça va être mis en œuvre dans les faits, mais dans les contenus produits, une obligation de dévoiler les tests de sécurité pour l'entraînement des modèles, et globalement, ce qu'on pouvait retenir, à ce que j'ai pu en identifier, c'est un accueil, bizarrement positif de la part des géants de la tech qui disaient, de concert, régulez-nous. Guillaume, de quoi s'agit-il exactement ? Écoute, tu as raison, il y a eu deux gros trucs finalement qui se sont passés cette semaine en matière de régulation des IA. Donc il y a d'une part ce décret présidentiel de Joe Biden et d'autre part il y a aussi eu le AI Summit à Londres. Alors ce décret présidentiel fait 63 pages, donc on va les étudier en détail. Donc page numéro 1. Non, je rigole évidemment parce que en plus après il faudra aussi étudier la déclaration de Bletchley donc qui a été signée au AI Summit et qui a été applaudie par Rishi Sunak et tous les représentants des pays et des boîtes qui ont été invités. Il y en avait une pelletée, tous les grands groupes étaient là, Microsoft, Google, OpenAI, etc. Et également 28 pays du monde, dont la France bien sûr, à peu près toute l'Europe et même la Chine, c'est pour dire. T'imagines, ça fait de super photos de vacances, je veux dire. C'est clair. T'y vas, t'as plein de célébrités, ça fait des belles photos à ramener ou à tweeter, enfin à xer.
Et bon, même sans rentrer dans les détails, on peut constater indubitablement une volonté globale de régulation des intelligences artificielles. Alors une volonté, mais pour l'instant, rien de super concret. En tout cas, du côté de Londres. Dans une certaine mesure, on peut y voir l'acte de naissance d'une sorte de GIEC pour l'intelligence artificielle. Donc il est prévu un sommet l'année prochaine, peut-être tous les ans, et des consultations. Une COP plutôt qu'un GIEC d'ailleurs, quelque part. Peut-être, ah oui, c'est vrai, peut-être plus une COP, t'as raison, c'est vrai. En tous les cas, c'est vrai qu'ils encouragent, si tu veux, des consultations à tous les niveaux, c'est-à-dire niveaux internationaux, niveaux nationaux, avec des forums sur le sujet qui pourraient être organisés par les États, des associations, des entreprises privées, etc. Donc la déclaration de Bletchley, en référence à Bletchley Park, donc là où Alan Turing a travaillé pendant la guerre, reconnaît néanmoins officiellement l'existence de risques liés à l'IA, donc ça y est, c'est bon, officiel, tout le monde est d'accord. On trouve même dans ces déclarations la phrase « Il existe un potentiel de dommages graves, voire catastrophiques, délibérés ou non, découlant des capacités les plus importantes de ces modèles d'IA. » Bon, ben voilà, donc... Alors, y a pas que faites ce que vous voulez de ça, ouais. Super. Alors, il n'y a pas que les risques catastrophiques qui sont concernés, heureusement quand même. Il y a aussi, bien sûr, tous les problèmes de biais, de mésusage en tout genre de ces nouveaux outils. Et la conclusion du sommet, globalement, c'est quoi ? Écoute, c'est bon, on se réunit, on reconnaît qu'il y a un problème, on va essayer de les identifier un peu, de voir ce qu'on peut faire, et on se retrouve l'année prochaine pour boire des coups et en discuter. Voilà, c'est un peu le truc. Donc rien de très spécifique pour le moment. Quand même, moi, il y a un truc qui me marque beaucoup là-dedans. Ça va te paraître peut-être naïf de ma part, mais c'est la présence de la Chine. Je veux dire que des pays qui soient autant en guerre sur le plan économique et sur le plan de l'innovation autour de l'intelligence artificielle, au point quand même qu'il y a des blocus de distribution de composants, dont on a déjà parlé dans Ta Café, arrivent à se mettre autour d'une table pour parler, c'est déjà un acte positif, cool. Je trouve. C'est très cool, c'est très positif. Après, il n'y a rien qu'en ne pouvait pas ne pas être là parce que déjà elle-même se voit comme un acteur de premier plan sur le secteur, si tu veux. C'est vrai. Donc ça paraît très impensable que de faire ça sans la Chine. Bon, on a fait ça sans la Russie, mais bon, la Russie c'est autre chose. Et puis on peut pas vraiment dire que la Russie soit en pointe sur l'intelligence artificielle, quoi. Alors que la Chine, par contre, elle est pas loin derrière. Effectivement. Donc c'est vrai que c'est très cool, effectivement. Et bon, si on veut des choses un petit peu plus spécifiques, un petit peu plus concrètes pour le moment, il faut se tourner vers les décrets présidentiels plutôt de Joe Biden. Donc on y trouve, c'est vrai, plusieurs mesures d'application plus directes. Bon, on verra si elles sont possibles et à quel point elles seront mises en œuvre, comme d'habitude. Mais en gros, les décrets demandent aux agences fédérales de développer des outils pour encadrer les IA. Donc ça concerne le département du commerce et le NIST, c'est-à-dire le National Institute of Standards and Technology. Donc voilà, l'Institut national des normes et des technologies, quoi. Alors, par exemple, le département du commerce, lui, va devoir étudier les manières de rendre traçable le contenu génératif. Donc c'est ce dont tu parlais en fait. Et on aimerait bien une standardisation des filigranes et du watermarking, comme on appelle ça. Donc on sait que c'est une solution qui est un peu fragile. On en avait parlé, il y a des recherches récentes qui montrent qu'aucune méthode n'est pour l'instant vraiment fiable. Et c'était pour les images, alors ça existe aussi pour l'audio, le watermarking, c'est possible. Pour le texte, c'est encore plus aléatoire, je ne sais pas si ça existe vraiment d'ailleurs. Donc ça peut aussi passer par d'autres choses, ça pourrait passer par le fameux logo CR, tu sais, le content, le content credential dont on avait parlé d'Adobe, donc la Maison Blanche en fait a dit qu'elle allait travailler en collaboration avec le C2PA. Donc le C2PA, c'est la Coalition for Content Provenance and Authenticity, et en fait c'est les gens qui justement sont à l'origine de ce fameux logo CR, donc qui assure la traçabilité d'une image générative ou pas, dont on a parlé 2 fois je crois, et donc ça regroupe des centaines d'acteurs en fait, dont Intel et Microsoft entre autres. Donc le décret demande au NIST aussi, donc ce fameux institut des standards, de créer un standard pour des batteries de tests sur la dangerosité d'une IA, et que ses créateurs devront lui faire passer avant de la lancer. Alors le NIST est pas si mal placé que ça finalement pour faire ce genre de truc, parce qu'il a déjà une expérience dans le domaine, il a fait des études assez poussées sur les systèmes de reconnaissance faciale en 2019. Bon, il est un peu plus discutable aussi dans ce décret, parce que, par exemple, il établit un seuil de puissance, au-delà duquel les systèmes devront être déclarés au gouvernement avant d'être déployés. Alors, quand je parle d'un seuil de puissance, c'est un seuil de puissance de calcul nécessaire à les entraîner. Donc c'est tonnes de teraflops, j'ai pas le chiffre, mais bon, c'est pas très important, mais voilà, donc en gros, si vous consommez tant de teraflops pour entraîner votre truc, ça veut dire que vous allez faire un truc méga puissant, et que donc il va falloir le déclarer aux autorités, quoi. C'est bizarre, parce que au-delà d'un certain nombre de teraflops déployés, tu devras déclarer le modèle, ok, mais bon, c'est une quantité de calcul comme ça, c'est un peu arbitraire, parce qu'aujourd'hui ça semble énorme, mais ça pourrait devenir quelque chose de tout à fait normal, ou de tout à fait standard, ou même de ridicule, d'ici 5 ou 10 ans, tu vois. Actuellement, seuls les systèmes qui sont vraiment énormes, comme GPT-4 ou les plus grosses versions de la masse, seraient concernés par ce genre de mesures. Mais bon,
C'est toujours un petit peu étrange, quoi. Alors, cette mesure veut encadrer les modèles frontiers, donc vraiment les modèles les plus puissants, quoi. Ceux qui peuvent a priori poser le plus de problèmes. Bon, dans l'avenir, rien n'indique que des modèles plus petits, qui nécessitent moins de calculs, ne puissent pas aussi être très puissants. On peut très bien imaginer qu'on trouve des nouveaux super algos, des nouveaux réseaux, machin, nouvelles architectures qui soient beaucoup plus efficaces, qui n'ont pas besoin d'autant de puissance. Donc c'est possible. On pense par exemple à Mistral 7B, qui est remarquable pour son poids, et qui montre qu'il y a encore une marge de progression dans l'optimisation des modèles, quoi. Donc d'un autre côté, la quantité de calcul qui est mentionnée pourrait devenir dérisoire et handicaper inutilement le développement d'autres algorithmes en fait dont on ne sait rien. Donc voilà, donc c'est un peu spécial. Alors les décrets de Biden, ils vont quand même relativement loin. Il met davantage l'accent sur l'établissement de bonnes pratiques en fait et de normes que sur la manière dont les nouvelles directives seront vraiment appliquées, ou même sur la question de savoir si elles le seront finalement. Donc il précise pas les implications d'ailleurs pour une entreprise. Une entreprise qui signale que son modèle pourrait être dangereux, par exemple, voilà, qu'est-ce qui se passe? C'est pas évident. Donc les experts sont partagés. Il y a certains qui pensent que le décret ne fait qu'améliorer la transparence, finalement, ce qui est déjà bien, mais enfin bon. Et tandis que d'autres estiment que le gouvernement pourrait prendre des mesures si un modèle s'avérait dangereux. Mais pour le moment, ça reste flou. Donc, il reste quand même la question du porte-monnaie, ça c'est toujours pas mal. Donc si un modèle d'intelligence artificielle ne suit pas les bonnes pratiques, le gouvernement fédéral l'achètera pas, il l'utilisera pas dans ses bureaux, et donc ça veut dire que s'il n'est pas acheté par l'État, c'est une source de fonds en moins, et donc Biden peut jouer un petit peu sur ce levier pour motiver un peu les troupes. Donc globalement, les réactions sont sont plutôt positives. Dans le privé, Brad Smith s'est félicité, Brad Smith de Microsoft, s'est félicité de ces mesures, et c'est vrai qu'elles sont pas trop méchantes dans l'ensemble. Donc il est probable que toutes ces initiatives encouragent d'autres vagues de régulation à travers le monde, et en particulier en Europe, où on a notre AI Act, qui est toujours en train de cuire. D'ailleurs, j'aimerais pas être à leur place parce que... Il mijote même. C'est ça, il est au bain-marie. Parce que, voilà, c'est quand même super difficile, honnêtement, de trouver l'équilibre entre la sécurité, tu vois, entre l'ordre, la sécurité et la liberté. C'est comme dans Assassin's Creed, tu vois, c'est vraiment quelque chose de un équilibre difficile à trouver. Et bon, plus sérieusement, il y a un enjeu énorme pour les intelligences artificielles open source. Parce qu'il y a pas mal d'experts, y compris Yann Lequin, qui sont vachement inquiets à ce sujet. Parce que Meta, pour le moment, c'est le champion de l'IA open source. Donc voilà, il en sait quelque chose, Yann, avec ses modèles Llama. Puis bon, d'après lui, il va continuer à publier, ils vont continuer chez Meta à publier des modèles super puissants, comme ça en open source, à moins que la loi ne les en empêche. Oui. Parce que les régulations, c'est bien, mais si elles sont trop lourdes, et qu'elles entravent le développement de la recherche ou des algorithmes ouverts, ça bénéficiera à personne, sauf à quelques monopoles finalement, qui vont plus que jamais être en mesure de contrôler toute notre vie. Donc Yann Lequin, comme beaucoup d'autres, pense que y a beaucoup de peurs sur les IA, donc on a parlé des risques catastrophiques tout à l'heure. Bon, beaucoup de ces peurs sur les IA sont exagérées, en particulier les peurs existentielles des types Terminator, quoi. Pour lui, de toute façon, on en est très loin. C'est-à-dire, en gros, Terminator, on sait pas en faire, quoi. Tu vois, on est vraiment très loin de ça, et que ça sera un processus très graduel. C'est-à-dire qu'on va pas passer de 0 à Terminator tout de suite. On va commencer par faire en gros, on va commencer par faire une souris robot, et puis après on va peut-être essayer de faire un hamster robot, et puis peut-être on aura un chat robot, et puis disons que dans l'intervalle entre, si tu veux, la souris robot et Terminator, il y aura assez de temps pour mettre en place des mesures de sécurité, se rendre compte de comment ça fonctionne et tout, quoi. Donc, voilà, on aura la place de comprendre comment fonctionnent nos futurs super robots. Et ce qui l'empêche de dormir, plutôt, c'est, je le cite lui-même, qu'un petit nombre d'entreprises de la côte ouest des États-Unis et de la Chine contrôlent les plateformes d'IA, et partant l'ensemble de la consommation numérique des citoyens. Mais qu'est-ce que ça signifie pour la démocratie? Qu'est-ce que ça signifie pour la diversité culturelle? Demande-t-il. Dans la prise de parole de Yann Lequin, qui a été partagée sur X, je cite, demander une réglementation de la recherche et développement, et donc en opposition, précise-t-il, au déploiement de produits, suppose implicitement que ces personnes et l'organisation pour laquelle elles travaillent sont incompétentes, imprudentes, autodestructrices ou perverses. Et évidemment, il dit ces personnes ne le sont pas. Ce n'est pas sans me rappeler d'ailleurs des prises de parole de Luc Julia qui ont fait un petit clin d'œil à ce sujet. Et nul doute qu'on va continuer à en parler dans les épisodes à venir. Un exemple très concret des travers de l'utilisation de l'intelligence artificielle pour les contenus, Guillaume, c'est ce qui s'est passé du côté de MSN, qui peut prêter à sourire, mais qui en fait n'est pas si drôle que ça quand même. Justement, si une seule grosse boîte contrôle toute notre consommation numérique avec de l'IA, qu'est-ce qui peut mal se passer? C'est pas comme si on avait déjà plein d'exemples finalement de ce genre de truc, et en particulier, là on va parler de MSN, qui est en train de partir en sucette, et c'est sans doute à cause de l'IA. L'IA,
au sens large, parce que c'est peut-être juste un nouvel algorithme de recommandation, quoi, qui prend en charge les recommandations pour les news, même s'il y a aussi probablement un petit peu de génératif derrière dans les coins. Donc en 2018, MSN, c'était déjà un site énorme, hein, qui employait 800 rédacteurs pour sélectionner, trier ou retoucher les informations qui allaient apparaître sur la page principale. Donc de MSN, hein, c'est toujours d'ailleurs la page d'accueil de Microsoft Edge. Alors il y a beaucoup de journaux qui acceptent d'ailleurs que leurs articles soient publiés sur MSN, en échange évidemment d'une partie des revenus publicitaires. Et bon, depuis, Microsoft a pratiquement viré tout le monde et remplacé tout ça par des algos. Voilà, avec plus ou moins de succès. Cette dernière année, c'est même carrément plutôt moins de succès. Le dernier scandale en date, ça confirme un petit peu tout ce qu'on pensait, puisque c'est un article du Guardian qui avait publié une histoire sur la mort tragique d'une jeune femme de 21 ans à Sydney, en Australie. Une histoire assez horrible, hein, qui a beaucoup ému là-bas, et bon, MSN a repris l'article du Guardian, d'accord. Et puis ensuite, il a rajouté un sondage très bizarre, où vous pouviez voter pour la cause de la mort, qui vous paraissait le plus probable. Votre cause de la mort préférée, meurtre, accident ou suicide. Alors, c'est de plutôt mauvais goût, ça a indigné pas mal de lecteurs, et il s'avère que ce sondage n'a pas été créé par un humain, mais par un algorithme. Donc il y a un petit peu de génératif quand même, et ça a été retiré depuis, mais bon, c'est que le dernier d'une longue suite de bourdes dû à un algo qui peut être un peu excessif et qui en vient à prendre, qui vient à se prendre même pour celui de Twitter finalement. Donc certains articles sont bizarrement rédigés, c'est le moins qu'on puisse dire, hein. Il y a un joueur de la NBA qui est mort à 42 ans, ou un ex-joueur de la NBA qui est mort à 42 ans, qui a été qualifié d'inutile à 42 ans. Ah bah oui, c'est sûr, il sert plus à rien. On a aussi des articles qui sont factuellement faux, hein, qui mentionnent que Joe Biden s'était endormi pendant un hommage aux victimes des incendies de Maui. Un autre qui dit que le superviseur de San Francisco s'est fait lourder parce qu'il avait critiqué Elon Musk. Tout ça, c'est faux. C'est pas vrai. D'une manière générale, on voit de plus en plus d'articles ultra-partisans, des articles sensationnalistes ou carrément de l'infox. Et en gros, un petit peu ce qu'on voit sur Twitter, quoi. Et finalement, c'est probablement un peu pour les mêmes raisons. C'est-à-dire que l'amplification de ces contenus se fait par algorithme parce que l'algo, voit que ça clique, hein. Et ça serait jamais arrivé avec des équipes qui travaillaient là, en tout cas avec les équipes qui travaillaient là jusqu'en 2020. Et d'ailleurs, c'est Rin Pfeiffer qui a été longtemps contractuel pour Microsoft, qui va le confirmer, parce qu'il faisait partie d'une équipe qui faisait ça en fait, hein, qui faisait sérieusement le tri, et voilà, qui savait bien que MSN était vu par des centaines de millions de personnes tous les jours, et que donc c'est une vraie responsabilité de donner une info de qualité. Quand tu places un truc sur MSN, c'est vu, c'est beaucoup vu. Bon, ils se sont fait lourder, mais maintenant on a ça. Donc on parle d'IA, mais c'est plus largement un problème classique d'algo, hein, qui optimise parce qu'il devrait en fait. Donc le Guardian est en pétard, évidemment, il veut plus voir de contenu génératif près de son contenu journalistique, et quant à Microsoft, Brad Smith, il écrit plein de belles choses, hein, sur l'usage responsable des IA, tout ça. Bon, là, la boîte est beaucoup moins bavarde en ce qui concerne la mutation de MSN, par contre. On continue sur le traitement de l'info de ces derniers jours avec justement cette dernière semaine qui a vu une nouvelle fournée d'utilisation des algorithmes, avec une nouvelle fournée donc d'usurpation d'identité qui ont fleuri, parmi lesquelles d'ailleurs une utilisation publicitaire avec Scarlett Johansson dont tu voulais parler, et même des détournements politiques au sujet du conflit israélo-palestinien, et même dans ce qui s'avère probablement bientôt être une des plus grosses campagnes électorales qui aura lieu en 2024, celle qui aura lieu en Inde, Guillaume. Oui, Scarlett Johansson, donc j'en parle forcément. Évidemment. Moi, je parle du clonage de voix, c'est devenu un classique, hein. C'est un truc que vous pouvez faire vous-même sur votre PC avec Bark, par exemple, il y a même des interfaces web pour ça. Le moins qu'on puisse dire, c'est que l'attitude des uns et des autres sur les sujets est assez complexe et ambivalente en réalité. Il faut dire que ça permet de vous faire dire ce que vous n'avez pas dit, donc c'est un problème, mais ça permet aussi de vous faire dire des choses que vous ne pouvez pas dire et que vous auriez envie de dire. Donc c'est assez ambivalent. Alors évidemment, en ce qui concerne Scarlett Johansson et Bella Hadid, elles sont pas très contentes. Parce que la voix de la première est utilisée dans une pub sans son accord, hein, et la deuxième se range malgré elle en vidéo du côté d'Israël, alors qu'elle veut défendre ouvertement les civils palestiniens. Donc Scarlett attaque en justice les créateurs de Lisa AI pour lui avoir fait dire, pour leur faire la promo de cette appli. C'est une appli de création d'avatars génératifs, hein, c'est une pub qui fait 22 secondes et qu'elle a jamais voulu faire. Donc le fait que Lisa AI d'ailleurs soit tout à fait transparente, hein, que le fait que ce soit pas elle et que tout soit génératif, ça change rien, elle attaque quand même. Pour Bella Hadid, c'est aussi transparent d'ailleurs. C'est Yishay Raziel qui a corrigé, entre guillemets, l'attitude et les propos de Bella Hadid en collant un autre discours sur la vidéo d'un gala en 2016 qu'elle avait fait, qui a strictement rien à voir avec la soupe d'ailleurs. Donc la vidéo a été synchronisée avec une autre piste son, avec la voix clonée de Bella, hein, qui s'excuse de ses remarques passées sur Israël. Bon, moi j'ai pas suivi l'histoire, mais bon, en gros,
Voilà, elle dit qu'elle s'est renseignée sur le contexte historique et qu'elle est du côté d'Israël. Bon, c'est des mots qui peuvent avoir été prononcés par quelqu'un d'autre ou qui sont générés à partir d'un simple texte, hein, ça marcherait tout à fait aussi bien. En tout cas, c'est des mots qu'elle a pas dit. Et ça lui prête à des propos qu'elle a pas dit, avec lesquels elle est probablement pas d'accord d'ailleurs. Donc, c'est explicite que cette vidéo est manipulée, mais elle a été virale. Elle a été vue 19 millions de fois. C'est très bien fait. Combien l'ont prise pour la vérité dans le tas? Mystère. Tu vois. Alors, Raziel s'est pas amusé qu'avec l'image de Beladid, hein, il a aussi corrigé, entre guillemets, les discours d'Erdogan, d'un journaliste égyptien et de la reine consort de Jordanie. Bon, apparemment, il aime bien ça. Donc, ça, évidemment, voilà, c'est tout à fait critiquable. En Inde, par contre, Narendra Modi, lui aussi, il est régulièrement la cible de fake ou de fake audio où il chante des chansons Bollywood. Narendra Modi, c'est quand même rigolo, ça fait bien rire tout le monde hein, en Inde. Et bon, on a ça aussi en France, hein, avec Marine Le Pen qui chante Mistral gagnant avec Zemmour, hein, par exemple. Cela dit, c'est peu probable que la technologie soit interdite en Inde, parce qu'elle a aussi un usage potentiel énorme. Oui. Un usage qui pourrait lui servir beaucoup aux prochaines élections. C'est l'an prochain, c'est vrai, donc plus d'1 milliard de votants, donc effectivement, la plus grosse élection du monde. Et sur ce milliard de gens, il y en a beaucoup qui parlent pas la même langue. Il y a beaucoup de langues différentes en Inde, donc du coup, si on peut faire chanter Modi en hindi, on peut aussi le faire crooner en tamoul, en telugu, ou en une myriade d'autres langues que l'Inde compte et dont j'ai absolument pas conscience. Et bien sûr, on peut aussi lui faire sa campagne électorale dans ces langues. Exactement comme si c'était sa langue maternelle. Et ça a un intérêt électoral évident, ça va rapprocher le candidat de ses futurs électeurs potentiels, et même de ses militants. Parce que recevoir un petit message vocal personnalisé de son leader, c'est toujours sympa, ça motive, et ça coûte pas cher, surtout si ça peut être fait à la chaîne sur un PC de bureau, sans même que le leader n'en ait conscience. Tu vois. Ouais. Donc le clonage de voix pourrait en rapporter beaucoup à Modi. Ses performances musicales restent bon enfant, hein, et bon, finalement, c'est pas si grave, et puis bon, bien utilisé, ça pourrait tout à fait faire pencher l'élection en sa faveur. Ça va être un outil évident de communication, bon gré, mal gré, on va dire, dans les élections. Puis on a les élections américaines aussi qui arrivent, donc je me réjouis d'avance de savoir tout ce qu'il va y avoir. On a aussi un sujet sur lequel on doit revenir sur le plan légal, Guillaume. C'est une plainte d'artistes vis-à-vis de Midjourney qui nous amène, une fois de plus, à aborder la question centrale du droit d'auteur pour l'entraînement des intelligences artificielles. Oui, on avait parlé du procès intenté contre Stable Diffusion, Midjourney et DeviantArt par un collectif d'artistes qui était mené par Matthew Butterick et Joseph Savary, donc qui étaient des habitués, on va dire. On avait déjà évoqué aussi la base technique fragile de ces attaques. On se souvient que les plaignants disaient que les logiciels de génération d'images fonctionnaient à partir de copies compressées des images d'entraînement et que toute production, du coup, pouvait être vue comme un plagiat, voire une contrefaçon. Et c'est factuellement faux, on avait déjà parlé, le modèle de Stable Diffusion ne contient pas les images de départ. D'ailleurs, c'est juste pas possible vu sa taille. Et le juge Auric rejette d'ailleurs cet argument qui est confus et contradictoire. De même, la copie de style qui permettrait à des imposteurs de se faire passer pour des artistes est aussi difficilement défendable en cours, puisqu'ils admettent qu'aucune image en sortie n'a de chance de ressembler à une de leurs œuvres en particulier. Donc attaquer en production de faux, c'est difficile. Après, il y a encore pire, si j'ose dire, puisqu'il y a 2 des 3 artistes qui n'ont pas enregistré de copyright sur leurs œuvres, qui se trouvent dans le set d'entraînement de Stable Diffusion. Et donc, elles ont été déboutées, du coup. Mais il en reste une, qui est Sarah Andersen, qui va devoir revoir sa plainte, l'amender avec ses avocats pour pouvoir continuer. Bon, la base principale sur laquelle elle va vraisemblablement se fixer, c'est la violation de copyright dans le dataset. Mais c'est pas si simple. Parce qu'en fait, elle a utilisé un site qui s'appelle Have I Been Trained pour retrouver ses œuvres. Donc tu vois, tu écris ton truc et il cherche dans le Lion, en fait, dans le gros dataset d'images qui a servi. Le Stable Diffusion a été entraîné sur une sous-partie du gros dataset de l'association Lion. Alors, il faut dire que le truc, c'est que quand tu cherches ces œuvres, il n'y a pas que ces œuvres qui sortent, en fait, lors de la recherche. Et donc, c'est compliqué parce qu'il faut prouver que ce sont ces œuvres à elle, parmi ceux-là, qui ont été utilisées. Bon. Donc, en résumé, la plainte contient énormément de problèmes, de trucs à retoucher, mais bon, elle n'est pas à 100% rejetée. Et Stability AI voulait carrément tout virer. Donc, c'est pas le cas, elle poursuit son chemin, et donc si Sarah obtient gain de cause, c'est quand même probable que ça ait des répercussions qui seront pas aussi importantes que ce qu'on aurait pu s'attendre de premier abord, quoi.
Tu mets en lumière, Guillaume, l'entraînement, les données qui servent à l'entraînement des modèles. On peut se pencher sur les arguments des entreprises de la tech qui voudraient, tu m'étonnes, hein, pas avoir à payer pour utiliser justement ces données dans le cadre des entraînements. Oui, ben oui. Tu m'étonnes. De fait, c'est vrai que le problème du copyright reste quand même entier, hein. Que ce soit pour les images, pour les textes, pour la musique, c'est un peu la même chose, hein. Les grosses boîtes ont besoin de beaucoup de données, et puis elles les prennent un peu partout où elles en trouvent, hein, et c'est un besoin vital, parce que pour le moment, pour créer des modèles puissants, il faut énormément de données. Donc chaque grande compagnie a ses arguments, hein, Meta, Microsoft, Anthropic, Google, etc. Des arguments qui sont pas forcément débiles, attention, hein, d'ailleurs, hein, et qui partagent tous un seul objectif, quand même, continuer à moissonner des données en masse et pour pas un rond. C'est quand même ça l'objectif. Alors au centre du problème se trouve finalement celui de la copie. Voilà, est-ce que l'entraînement nécessite-t-il une copie ? Puisque c'est ça le problème, tu fais une copie, c'est le problème du copyright. Donc la copie, en réalité, oui, parce qu'il faut bien que le système lise les données dans un fichier, il faut bien copier un fichier à un moment. Mais ces données sont-elles copiées dans le modèle ? Non. Enfin, c'est compliqué, disons. Techniquement, non. Sinon, chaque modèle sera juste une base de données compressée. Mais pour les mêmes raisons qu'on a évoquées avec les générateurs d'images, c'est pas possible, c'est la même chose, hein. Un modèle fonctionnel, un modèle de langage fonctionnel peut faire quelques gigaoctets, alors qu'il est entraîné sur des dizaines, voire des centaines de téraoctets de texte. Donc selon Google, l'entraînement serait comme lire un livre, en réalité. Donc quand on lit un livre, on le copie pas. On en extrait le savoir, pour apprendre, tout simplement. Beau. Faire la copie, c'est une étape intermédiaire. On copie parce que techniquement, on est obligé pour faire l'analyse statistique d'avoir un fichier quelque part. Mais c'est pour en extraire des éléments qui sont, eux, pas protégés. C'est comme quand on ramène le livre chez soi, qu'on l'ait acheté ou qu'on l'a emprunté à la bibliothèque, on a bien besoin de l'avoir avec soi pour le lire, quoi. C'est un peu ça, c'est ça. On a besoin d'un support pour le lire, mais voilà, tu vois. Et c'est aussi l'argument d'Anthropic, hein, qui pense que les lois actuelles sur le copyright sont adéquates et qu'il faut rien changer. Donc là, de manière un petit peu analogue, hein, pour Hugging Face et Adobe, l'entraînement sur du contenu protégé, c'est un usage acceptable, ce qu'on appelle aux États-Unis un fair use, au sens légal, hein, du terme. Donc c'est un usage raisonnable qui n'est pas destiné à léser les ayants droit. Comme quand on extrait quelques images d'un film pour un documentaire, par exemple. Tu vois, ce genre de truc. En faisant un modèle, on ne crée pas de contrefaçon d'une œuvre particulière. On crée quelque chose de beaucoup plus grand, de beaucoup plus général, qui a un usage bénéfique pour un très grand nombre de gens. Un modèle d'intelligence artificielle, ça peut être utile pour des millions de personnes, et pour un usage qui n'a strictement rien à voir avec une œuvre en particulier, qui a pourtant été utilisée. Donc Stability AI mentionne d'ailleurs qu'à Singapour et au Japon, c'est considéré comme du fair use. Et en Europe, leur dernière nouvelle, corrigez-moi si je me trompe, c'est la directive TDM, c'est-à-dire Text and Data Mining, qui s'applique et qui permet aux instituts de recherche et de préservation d'utiliser tout le contenu auquel ils ont légalement accès. Donc évidemment, il n'est pas question de pirater quoi que ce soit, mais si c'est public, c'est permis. Pour les boîtes privées, c'est permis aussi, sauf si les ayants droit s'y opposent. Bon, pour Microsoft, ne plus avoir accès par défaut aux données, ça serait une catastrophe pour l'innovation. Et effectivement, hein, vu la voracité des algos actuels, s'il y a une dizaine de données, évidemment, ça va être difficile à vivre et pour tout le monde. À moins qu'on trouve des algos plus efficaces un jour, hein, et d'ailleurs, espérons-le, mais bon. Anderson Horowitz, qu'on reconnaît bien là, mentionne que y a quand même des milliards qui ont été investis dedans et que c'est quand même pas le monde tout foutre en l'air. Merde. Il le dit comme ça d'ailleurs, je crois. Il le dit comme ça, bien sûr. Parce que les États-Unis sont leaders dans le domaine, alors donc la Chine n'est pas loin derrière que ça, elle n'est pas si loin derrière, donc lui dit ça, il dit rien. Pour Meta, de toute façon, ça vaut pas le coup. Ouais, ça vaut pas le coup. Même si on rémunérait les ayants droit, ce serait à des niveaux tellement faibles, vu la proportion minuscule que représente chaque œuvre en regard de l'ensemble des datasets, que ça serait extraordinairement lourd à mettre en place pour pas grand-chose. Bon alors. Donc c'est un sujet complexe, hein, voilà, donc à vous de vous faire votre idée là-dessus, hein, avec tous ces arguments et d'autres. Hein. C'est un point où les juristes doivent trouver un équilibre délicat, et je leur souhaite bon courage. Ouais, chacun son métier, hein. On n'a pas choisi d'être juriste après tout. Merci, on change un petit peu de rubrique. Justement, tu parles des données, et tu as justement, comme tu l'as mis dans le conducteur, quelques données sur les données. Et oui, des métadonnées. Donc oui, on parlait des données nécessaires à l'entraînement de ces intelligences artificielles. Et donc on peut rentrer un petit peu plus dans les détails grâce à un projet qui s'appelle WIMD. WIMD pour Where is my big data? Voilà, c'est un acronyme évidemment, un acronyme pas très heureux, hein, faut me dire, mais bon, c'est WIMD. Et qui permet donc de faire en gros des stats assez précises sur des très 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 gros volumes de texte qui sont utilisés pour des grands modèles de langage, et tout ça de manière très efficace avec une puissance vraiment très limitée, seulement 224 cœurs et 882 gigaoctets de RAM. Une misère quoi. Hein. Bon, faut dire que quand on dit gros volume de texte, c'est quand même vraiment des gros volumes. Donc les modèles sont entraînés sur des compilations de compilations.
Donc il y a des gros corpus de texte comme le C4. Il y a The Pile, il y a The Stack, Open Web Set, Red Pajama, etc. Et donc en gros, on prend donc ces gros trucs là et puis on combine plusieurs et ça fait un dataset absolument monstrueux. Alors vous pouvez les télécharger si vous voulez, hein. Vous pouvez les télécharger. Ils sont tous accessibles, hein, donc vous pouvez les télécharger pour faire votre propre LLM. Bon, Open Web Text par exemple, c'est 41 gigaoctets de texte, C4 c'est 838, MC4 c'est 14 teraoctets de texte à lui tout seul. The Stack, c'est 7 teraoctets, ça vient de Stack Overflow. Et Red Pajama, c'est 5 teraoctets, donc des gros disques durs. Mais bon, vous pouvez les télécharger. Bon, autant dire qu'évidemment, hein, tout passer en revue à la main, c'est compromis. Donc ces monceaux de données sont récupérés en masse automatiquement. Après, ils sont triés, conditionnés de manière aussi automatique. Et en réalité, on ne sait pas forcément très précisément ce qu'il y a dedans. Et on peut avoir des surprises. Et c'est là qu'on utilise un outil comme Weebd, qui peut être intéressant. Par exemple, à quel point les sources sont diverses. Et d'ailleurs, quelles sont les principales sources de tout ce bordel? Donc dans le C4, par exemple, on a une bonne diversité, puisque même la source la plus représentée dans le dataset représente que 0,4% du total des textes. Et ce sont des brevets, puisque c'est Google.patents, donc quelque chose. Bon, juste après, on a Wikipédia, puis le New York Times, puis les publications PLOS. PLOS, c'est Public Library of Science. On trouve aussi des sites comme Forbes ou le Huffington Post. Donc, qui sont à quoi? Qui sont à 0,1%, 0,2%, enfin par là, quoi. Enfin, en gros, c'est vraiment loin d'être majoritaire sur une source de données, quoi. C'est génial. Ouais. C'est ça qui est fabuleux. La Wikipédia ne représente que 0,1% du total de texte de C4. Ça vous donne une idée de la taille du truc, quand même. Hein. Donc, dans Red Pajama, c'est moins diversifié, puisqu'en fait, il y a 12% du texte qui viennent d'archives. L'archive, c'est les prépublications scientifiques, hein. Donc on a ensuite Stack Overflow à 6%, puis Gutenberg et Wikipédia. Donc pour Lion2B, alors Lion2B, ça regroupe des légendes d'images, donc c'est très utile évidemment quand on fait des trucs comme Stable Diffusion. Et donc c'est récupéré sur Pinimage, sur Shopify, sur eBay Image, etc. Donc c'est une trouvaille qui est faite par Weebd, c'est que 4 corpus sur 10 contiennent des documents vides, voilà, avec uniquement des espaces. Il y en a même, et dans The Pile et Red Pajama, il y a le même, qui fait 28 millions d'espaces. Qu'est-ce qu'il fout là? C'est pas clair. Personne ne sait ce que ça fout là, ce truc. Mais bon, ça veut dire qu'il y a des anomalies quand même qui pourraient nuire à un LLM qui serait entraîné là-dessus, tu vois. Donc, autre point important, 60% des documents de The Pile sont en double. Alors, il y a de la moitié des documents de Red Pajama sont en double. Donc, il y a aussi des phrases qui reviennent et qui sont extrêmement courantes, évidemment. Après, on s'en doute, hein, les messages d'erreur, les messages d'information, du style « Pour vous connecter, vous devez être inscrit ». Bon, ben ça revient des millions de fois, en fait. Alors, ça paraît débile, mais du coup, les modèles d'intelligence artificielle vont voir 1,8 million de fois la même phrase. Tu vois, et c'est pas top, en fait, parce que ça veut rien dire, tu vois, ça n'a rien à voir avec quelque chose qui ait du sens. Alors, il révèle aussi que les datasets sont parfois contaminés par des morceaux de tests standardisés. Alors, les tests standardisés, ça permet d'avoir une idée des capacités des modèles de langage. Donc en gros, c'est comme les tests dans les magazines. Enfin, les tests dans, je sais pas moi, Cosmo, bon ben voilà, vous avez des tests comme ça, des questionnaires, hein, sur plein de sujets. On fait passer ces questionnaires à des modèles qui permettent de donner un score. Alors bien sûr, si le modèle a déjà vu les questions et les réponses avant de son entraînement, pas dans son entraînement, c'est triché. Bon, il y a des tests comme Superglue, Vinograd et d'autres, hein, qui se retrouvent en partie ou en totalité dans certains datasets. Et Red Pajama sont particulièrement affectés par la contamination, ce qui veut dire qu'il faut faire très attention quand on fait passer des tests avec des LLM qui ont été entraînés là-dessus, parce que c'est beaucoup moins représentatif du coup. Donc les corpus contiennent entre autres entre 1 et 16% de langage toxique, de propos pas sympas, ainsi qu'une bonne masse de données personnelles, puisqu'il y a quand même 200 millions d'adresses email et 4 milliards de numéros de téléphone dedans. Magnifique. Voilà, ça aussi, il faudra peut-être faire gaffe. Donc en conclusion, les données qui sont couramment utilisées pour entraîner des grands modèles de langage sont pas forcément super clean. Et comme on s'en doutait, avec les diverses études sur les petits modèles entraînés sur des données de haute qualité, il y a sans doute une belle marge de progression pour les gros trucs aussi. Ouais, puis c'est sans doute, en fait, finalement beaucoup plus facile, même si ça reste fastidieux et un gros travail, que de travailler la source des données plutôt que d'entraîner derrière à orienter les choses. Enfin, j'imagine que c'est un travail qui est important à faire, évidemment, au départ. On enchaîne, Guillaume, avec quelques actualisations, notamment sur la génération de vidéos à base de prompts, donc par intelligence artificielle générative. C'est un truc que je trouve toujours, d'ailleurs, aussi impressionnant, mais aussi effrayant par certains aspects. Et aussi sur la conception de modèles 3D, Guillaume. Oui, une mise à jour qui semble assez massive, hein, chez Gen 2, le générateur de vidéos de Runway qui a annoncé sur X et qu'ils avaient fait des progrès majeurs.
c'est vrai que si on en croit les vidéos de démo, c'est vraiment majeur, parce que c'est vraiment... Alors, tu sais que la génération de vidéos, c'est encore compliqué, hein, c'est parti de très loin. C'est des petits clips de quelques secondes. En général, la cohérence de l'image au fil du temps est pas toujours évidente. Et là, c'est des clips toujours de 4 secondes, mais la qualité des images est très bonne. C'est proche d'un générateur d'images fixe, hein, finalement. Et la cohérence est bien meilleure qu'avant. Il y a certains démos qui semblent totalement naturels. Il y a tous les sujets. Des animaux, des personnages, des paysages, de la bouffe. C'est bluffant, vraiment. Et aussi, effectivement, du côté de Stability AI, il y a une grosse nouvelle, puisqu'ils vont se lancer dans la génération de modèles 3D. Sans preview, pour le moment. Bon, personne n'a testé, j'ai pas testé. On a eu droit à une petite vidéo, on voit des dizaines de modèles 3D tomber dans une sorte, de bassine en verre. Bon, la qualité a l'air assez correcte. C'est dur de dire à quel point c'est utilisable, hein. On se souvient de la semi-arnaque qui a été Kaedim, qui faisait tout corriger, voire carrément faire des artistes 3D qui étaient bien réels, mais bon, c'est une question de temps, avant que le texte 3D ne se démocratise lui aussi. Et bon, aux dernières nouvelles, Stability AI était pas super à l'aise financièrement, parce que la 3D pourrait être un relais de croissance, hein, d'autant que l'épée de Damoclès du copyright n'était pas encore tout à fait rangée dans le placard. Donc, qui sait de quoi l'avenir sera fait. La diversification est donc primordiale, hein, pour Stability, qui aurait une valuation de 1 milliard de dollars, mais qui ne génère que très peu de revenus pour le moment. On continue, Guillaume, on parlait tout à l'heure de GPT-4. On a, au vu de l'évolution de la technologie, d'ailleurs, on pourrait se demander dans quelle mesure les IA pourraient pas passer le fameux test de Turing, dont on a largement parlé dans d'autres épisodes de Tech Café. Et il y en a qui continuent à mesurer cet exercice, Guillaume, pour GPT-4. Oui, le test de Turing, c'est rentré dans la légende, et même désormais, on admet souvent qu'on est dans un mode post-Turing, tu sais, parce que les chatbots sont maintenant devenus tellement évolués qu'on accepte implicitement qu'ils pourraient passer le test si on voulait. Bon, en réalité, c'est peut-être pas si simple. Alors, spoiler, GPT-4 a pas réussi, mais il y a des réserves, beaucoup à émettre, hein, et comme toujours, c'est compliqué. Alors, à l'origine, le test de Turing, il faut savoir que ça se passe avec 3 personnes. Ça se passe avec 2 témoins, entre guillemets, 2 témoins, parce qu'ils doivent convaincre, en fait, un juge. Donc, un des témoins, c'est une machine, et l'autre, c'est un humain. Ils doivent convaincre le juge qu'ils sont humains, les deux. En fait, même plus précisément, l'un est un homme et l'autre est une machine, et l'homme doit se faire passer pour une femme, ou l'inverse, ça marcherait aussi, une femme pourrait se faire passer pour un homme, mais bon, l'important, c'est que les deux doivent mentir. Parce que si une machine doit convaincre qu'elle est humaine, elle doit mentir. Alors que si un humain doit juste convaincre qu'il est humain, il suffit de la vérité. Et donc, c'est peut-être plus facile. Alors, pour remettre un petit peu d'égalité, il a pensé à mettre 2 témoins qui doivent mentir. Donc, l'un sur sa nature, l'autre sur son sexe. C'est malin. Mais bon, tout ça, c'est une digression, puisqu'en fait, les chercheurs de l'UC San Diego, qui ont voulu faire passer le test à GPT-4, ont opté pour une mise en place beaucoup plus simple, avec un chat en ligne de 5 minutes entre 2 personnes, entre guillemets, et on demande à chaque fois à l'humain s'il pense que le truc en face, est-ce que c'est un primate ou un chatbot. Bon. Donc le chatbot en question pouvant être soit basé sur GPT-4, soit GPT 3.5, avec divers prompts différents, diverses personnalités, avec des noms de code qui font très Call of Duty, hein, puisque c'est Sierra, Papa, Foxtrot, Juliette. Et je te jure. Et il y a aussi Elisa, la bonne vieille Elisa, qui n'était pas sortie de son tiroir depuis 50 ans, je pense. Elisa, c'est le premier chatbot. Le premier chatbot du monde, hein, c'est Joseph Weizenbaum qui l'a conçu en 66. Comme vous vous en doutez, il n'y a pas trop des neurones dedans. Hein. Elisa, elle est très très simple. Elle détecte des expressions et elle répond par des expressions préprogrammées en réutilisant au maximum ce que dit son interlocuteur. Donc en gros, elle passe son temps à te poser les mêmes questions, tu vois, et à reformuler ce que tu dis. Pourtant, en 66 déjà, Joseph, il était terrifié de voir que des gens passaient des heures à discuter avec elle. Ça marchait déjà pas mal. Alors pour le fun, je suppose, ils ont rajouté le plus vieux chatbot du monde. Enfin, ça donne des plus récents, c'est marrant. Alors quels sont les résultats ? Eh ben, les humains ont bel et bien décelé qu'ils avaient un humain en face d'eux 63% du temps. Ce qui implique que les IA, évidemment, n'ont pas réussi le test de Turing. En détail, le chatbot le plus performant, nom de code Sierra, n'a réussi à se faire passer pour un humain que 41% du temps. GPT-4 écrase GPT 3.5 en termes de performance. Et attention les yeux, Elisa s'est faite passer pour un humain 27% du temps. Pas si mauvais que ça, en fait. C'est absolument incroyable. Donc les IA n'ont pas atteint les 50% fatidiques, hein, qui correspondent au hasard pur. Donc techniquement, elles n'ont pas passé cette version du test de Turing. Cela dit, il y a quand même des informations intéressantes sur la manière dont les humains ont détecté les IA, parce que déjà, ils ont fait des petites études démographiques, et il n'y a absolument aucun indicateur, démographiquement parlant, hein, qui permettent de mieux s'en sortir. C'est-à-dire, quel que soit ton âge, le sexe, l'éducation, le niveau de connaissance des chatbots, les diplômes, personne ne s'en sort significativement mieux. Après, il y a la question de la stratégie. Comment feriez-vous, hein, pour détecter une IA ? C'est vrai, ça je trouve ça génial. Si vous aviez à le faire. La stratégie favorite des juges, ça a été les détails personnels, puis les opinions, les activités du quotidien, et aussi la question directe, est-ce que t'es un bot ? T'es un bot ou pas ? Alors évidemment, l'IA ne va pas répondre oui,
mais souvent, elle va essayer tellement fort de te convaincre qu'elle n'est pas un bot que ça devient suspect. Et ça fait partie des stratégies gagnantes. Alors, il y a pas mal de stratégies gagnantes, en fait. Mais enfin, comment pouvez-vous seulement envisager que je sois un humain, je ne sois pas un humain, voyons. C'est des réactions indignées. Des réactions indignées, exactement. Alors que, bon, les humains, en général, ils s'en foutent. Hein. Limite, ils trollent. Donc, voilà, il y a cette idée-là. Donc, la première des stratégies gagnantes, elle est marrante, c'est les langues étrangères. Pourquoi ? Parce que, en gros, c'est peu probable qu'une personne soit parfaitement trilingue et connaisse aussi le grec ancien, quoi, tu vois. C'est possible, mais enfin, c'est pas très probable. Tu vois, de même manière, tu peux tester aussi les connaissances de ton interlocuteur sur des sujets qui sont très différents, qu'il est peu probable qu'une personne moyenne connaisse simultanément. Genre le sport, les échecs et la politique, et encore 2-3 trucs différents. Ouais, c'est ça, genre, parce que les chatbots, ils savent tout. Évidemment, ils sont bons de tout, mais aucun humain n'est comme ça. Génial. Ensuite, tu peux simplement leur demander l'heure qu'il est, tu vois, évidemment, ou évoquer un sujet tabou, tester un peu les limites. Et puis, il y a les détails de la vie quotidienne ou de la géographie. Donc, en gros, comment se faire passer pour un bot si vous êtes saoulé sur WhatsApp et que vous voulez vous faire passer pour un bot, voici la recette. Alors, merci. Il faut être trop formel ou être trop informel. Un des deux. Avoir une personnalité forcée ou un manque de personnalité. Avoir des réponses non naturelles. Ne jamais faire de faute de frappe ou d'orthographe. Oui. Ça, c'est clairement un bot direct. Pas complètement comprendre ce qu'on te dit des fois, ça aussi, c'est quand même un peu bot. Être trop mal poli, étrangement. Être trop vague ou trop creux. Ou savoir trop de choses. Donc, en gros, on voit que c'est vraiment les extrêmes. C'est-à-dire que si t'es trop informel ou trop formel, c'est pareil, c'est bizarre. Bon, reste la grosse énigme, quand même. Comment a fait Elisa ? C'est quoi comment est-ce qu'elle arrive à 27% avec sa technologie Alors, elle bat passé ChatGPT avec certains prompts, effectivement. En fait, Elisa était perçue comme une personne peu coopérative, finalement. Une personne qui se dévoile pas trop, et qui, du coup, évite pas mal des écueils qu'on vient d'évoquer. Elle fait pas d'erreur, puisqu'elle dit pratiquement rien, en fait. Et puis aussi, tout simplement, elle est trop mauvaise. Et elle est tellement mauvaise que les gens se sont dit « Non, mais ça peut pas être ChatGPT, c'est trop nul. » Et donc, du coup, ça a semé la confusion chez tout le monde, et moi, du coup, elle en a profité. Alors attention, cette étude vient avec plein de limitations. Elle a eu lieu en ligne, déjà, elle a recruté sur les réseaux sociaux, donc c'est une démographie qui est très spéciale, principalement des mecs de 20-30 ans, qui sont bien connectés, évidemment, pas forcément super représentatifs. Après, il y a eu sûrement du trolling, c'est-à-dire qu'il y a des humains qui ont essayé de se faire passer pour des IA, bon, ça vaut ce que ça vaut. Ensuite, il y a d'ailleurs une variabilité énorme des performances de GPT-4 selon le prompt. Il y a des prompts qui ont été extrêmement mauvais. Donc c'est pas exclu qu'il existe un prompt bien meilleur que Sierra, bien meilleur que celui qui a gagné, et qui, du coup, puisse faire vraiment mieux. D'ailleurs, c'est pas exclu qu'un autre modèle, peut-être moins cadré que ceux d'OpenAI, puisse aussi être plus efficace avec un bon prompt. Bon, qu'est-ce qu'on peut retenir de ça ? Que le test de Turing, c'est pas un bon test d'intelligence, hein, puisque si Elisa était aussi bonne, c'est que vraiment, voilà. Et puis que même si on n'est pas encore techniquement dans une ère qui soit vraiment post-Turing, une IA qui a quand même réussi à se faire passer pour un humain dans 41% des cas... C'est pas mal, déjà. C'est vraiment pas mal, parce que c'était dans un contexte où les gens savaient qu'en face d'eux, il y allait avoir une IA. Si les gens s'y attendent pas, si c'est un contexte complètement général, oui, les IA peuvent se faire passer pour des humains, mais facile, en fait. Est-ce que la réactivité dans la réponse était mesurée tu parlais... Ils ont fait attention à ce genre de truc, c'est-à-dire qu'ils ont comment dire... Ils ont temporisé les réponses immédiates. Oui, tout était temporisé avec un petit peu d'aléatoire et tout, c'est pour vraiment que ça se voit pas. Ok, le test de Turing qui, du coup, va être intéressant en soi parce qu'il est un test de Turing, mais pas forcément parce qu'il est gage d'une intelligence. On termine avec, forcément, Guillaume, le modèle de langage de la semaine, le modèle de langage qui troll, le modèle de langage qui a été fouetté par Elon Musk pour être dressé et réagir comme il se doit face à cette montée du wokisme. Oui, alors XAI, donc, la boîte d'IA lancée par Elon Musk, qui n'est pas OpenAI, a lancé son chatbot, il s'appelle Grok. Alors Grok, mais pourquoi Grok, je me suis dit, quand j'ai vu ça, ça c'est un perso de World of Warcraft. Et c'est vrai. Tout à fait. Il y a un PNJ, il y a un PNJ orc dans World of Warcraft qui s'appelle Grok. Il est de niveau 65, il est à Shatara en Outre-Terre. Bon, c'était pas le but parce qu'en fait, c'est pas du tout une référence à World of Warcraft, c'est une référence à un roman de Robert Heinlein de 61 qui s'appelle En Terre étrangère. Alors, je l'ai pas lu, mais dans le bouquin, ils rencontrent des Martiens et dans leur culture, grok, c'est un verbe qui veut dire comprendre intimement. Tu vois, c'est réputé intraduisible dans le bouquin. Et donc, c'est vraiment comprendre intuitivement un truc. Donc, grok, en gros, c'est piger quelque chose super bien.
Et donc, c'est une référence qui est vachement pointue, mais qui est pas totalement débile, pour le coup. Ok. Donc, pour le moment, seuls les X Premium Ultimate Gold plus Alpha, là, ils ont accès à ce truc-là, donc c'est $16 par mois, quand même, pour y accéder. Peu de gens, donc, du coup, ont encore discuté avec le Grok. Il paraît qu'il aura de l'humour, qu'il sera sarcastique. Il sera aussi capable d'aller chercher des infos sur X, parce que pourquoi aller ailleurs à chercher ses actus, je te demande. C'est peut-être un désastre annoncé, on verra bien. Moi, j'ai hâte de voir en action ce chatbot qui a une personnalité, qui tente vraiment de se démarquer de ChatGPT, et qui nous promet un humour inspiré du guide du retard galactique. Ce qui, en l'occurrence, moi, pourrait me m'aller, en fait. Je pourrais trouver ça fun. En attendant, on a quelques infos techniques sur Grok. C'est un petit modèle. Enfin, comparé à GPT-3 ou 4, c'est un modèle qui fait 33 millions de paramètres. Donc, en gros, c'est la taille du lama point moyen, puisque le plus gros des lamas. Et de lama 2, c'est 70, et un modèle qui fait 34. Donc, 33, en fait, c'est ça, c'est le point moyen du lama. Donc, Grok 1 a des scores qui sont assez encourageants, en réalité. Beaucoup se sont un peu moqués parce que il a des scores qui sont inférieurs à Palm 2, à Claude 2 et aussi à GPT-4. Bon, c'est vrai. Mais, alors, être inférieur à Palm 2, ça veut dire être inférieur à Bard, globalement. Mais bon, c'est vrai que c'est pas incroyable, mais il est petit. Il a que 33 milliards de paramètres, c'est pas énorme, comparé à GPT-4. Et en plus, il a que 2 mois. Parce qu'il faut savoir que les gros modèles de langage comme l'Amazon 10B, il a pris des mois, mais il a pris dû prendre 6 mois à être entraîné. Donc ça a pris quand même pas mal de temps. Donc Grok, il est encore tout jeune. Il a probablement une belle marge de progression. Donc finalement, écoute, laissons-lui une chance. En plus, il promet de nous faire marrer. Bon, écoute, allons-y, voyons voir. Je pense que ce soit en le faisant exprès ou pas, de toute façon, je pense qu'il va y arriver en plus. Ouais, comme Elon Musk en fait. Enfin, marrer, dans une certaine mesure peut-être. Ça marche. Où est-ce qu'on en est? On va parler un petit peu de vidéo. C'était prévu au conducteur des petites nouveautés parce que YouTube a bien vu ce qui se passait et qu'on a relayé d'ailleurs dans Tech Café du côté de Meta concernant les critiques. On en a parlé vraiment dans un épisode tout récent de la gestion des enfants, des adolescents et Meta est accusé de ne pas faire ce qu'il faut en connaissance de cause, en connaissant les dégâts que causent ces outils auprès des adolescents. YouTube a peut-être peur, Guillaume, que ça lui arrive un petit peu aussi comme un revers de bâton. C'est exactement ça. Je veux dire, Meta, il se fait quand même attaquer par une bonne quarantaine d'États américains qui l'accusent de rendre les gamins complètement starbés. YouTube, il a vu ça, du coup, il s'est dit « Ouh là là, on va essayer d'être proactif et on va montrer que nous, on les protège, les jeunes. » Tu vois, voilà. Donc à partir du 2 novembre, YouTube va limiter les recommandations sur les sujets sensibles pour les utilisateurs adolescents. Voilà, ils ont fait un partenariat avec Famille de France, mais aux États-Unis en gros, et d'autres pédiatres, tout ça. Comme ça, il peut dire, vous voyez monsieur, nous, on se préoccupe des enfants. Pas comme certains, voilà. Et tu dis ça avec un air entendu, c'est très important. Bon, les pédopsychiatres répètent depuis un bon moment que l'exposition répétée à certains contenus a des effets néfastes sur la santé mentale des plus jeunes, et sans doute des moins jeunes aussi, mais bon. Ils doivent être contents de voir que leurs recommandations trouvent finalement écho, quand même. Donc c'est pas que les contenus violents ou toxiques, finalement, ça concerne aussi tout ce qui a rapport au corps, le rapport au corps. Donc des vidéos qui comparent les caractéristiques physiques et idéalisent certains types par rapport à d'autres. Idéalisent des niveaux de forme physique ou des poids corporels spécifiques, ou fait preuve d'agressivité sociale sous la forme de combat sans contact et d'intimidation. C'était une citation. Je l'ai pas dit, mais voilà, c'est ça qui est aussi en jeu. Donc ces vidéos seront proposées du coup moins souvent sur YouTube, et YouTube va aussi accroître la fréquence de petits signaux qui encouragent les jeunes à faire des pauses dans leur visionnage. Bon, les recherches, quand ils recherchent certains mots-clés, voilà, sur certains sujets, ils pourront aussi être redirigés vers des associations, des hotlines, des trucs d'assistance, etc., etc. Et puis c'est la guerre, pendant qu'on parle de YouTube, Guillaume, entre YouTube forcément et les adblocks qui sont légion. Pas facile de bloquer les pubs chez YouTube, faut dire que ça leur fait un petit peu de revenus quand même. En ce moment, c'est la guerre. Il y a une guerre qui fait rage. Alors non, pas celle-là. Non, pas l'autre non plus. Je veux dire... Pas celle-ci non plus, je crois. Non, il y a une guerre énorme entre YouTube et les adblockers. Alors, vous l'avez peut-être déjà vu. Moi, je l'ai vu passer, et après, je l'ai plus vu d'ailleurs. Ça m'a beaucoup étonné, mais finalement, c'est pour ça aussi que je me suis intéressé au sujet. Il y a, vous l'avez vu sans doute, cette pop-up tant redoutée qui vous prévient que bientôt, ça sera fini. Que vous pourrez plus utiliser YouTube avec votre bloqueur de pub. Et voilà. Et là, du coup, vous devrez vous braquer les pubs non skippables de 30 secondes toutes les 7 minutes pour de la sauce barbecue ou des Tampax. Donc, YouTube précise bien que ça viole les termes d'usage, de mettre des adblockers, donc tu le vires ou t'as plus YouTube. Et là, c'est l'horreur. C'est l'horreur. Même si on peut whitelister des sites sur Edgard, par exemple,
ben, y a pas mal de gens qui désinstallent purement et simplement le bloqueur. Voilà, de panique et de rage. Donc AdGuard, qui a dans les 75 millions d'utilisateurs, a vu son nombre de désinstallations quotidiennes passer d'environ 100 000 en moyenne à 11 000 et 52 000 le 18 octobre. Chez Ghostery, on a vu un regain de 60 000 installations sous Chrome, et chez Adblock, c'est à la fois 30% d'installations de plus et 30% de désinstallations de plus. Conclusion, c'est la panique. C'est-à-dire, on désinstalle en catastrophe son bloqueur, et en gros, bon, au bout de 6 fois la même pub pour Doritos, ben, on cherche par tous les moyens un bloqueur qui marche, quoi. On sait plus à quel sens se vouer, donc on les télécharge tous, on les teste tous. C'est d'autant plus vrai que le nombre et la durée de pubs sur YouTube ne cessent d'augmenter. 30 secondes non skippables à la télé. L'an dernier, d'ailleurs, ils faisaient des tests pour savoir quelle était la limite. Jusqu'où ils pouvaient aller trop loin. C'est une expérimentation, on n'en sait pas vraiment grand-chose, mais bon, on évoquait sur Reddit un max de 10 pubs consécutives. Je vous laisse imaginer. Donc les codeurs d'adblocker le savent bien, c'est devenu un enjeu de première importance parce que celui qui réussit à marcher sur YouTube sera téléchargé en masse, il aura gagné. Parce que voilà, tout le monde le téléchargera. Donc ils sont tous dessus, et ils y arrivent, mais temporairement. Parce que YouTube est malin, parce que déjà son pop-up change encore souvent, et les méthodes de détection évoluent tout le temps. Donc tout le monde ne le voit pas en plus, donc ça rend les choses difficiles à reproduire, tu vois. Donc un adblock peut marcher une semaine, et puis ensuite être détecté, et puis c'est fini. Et ça prend encore quelques jours après pour prendre en compte la dernière version du bloqueur, etc. Donc c'est vraiment une escalade. Mublock a même mis en ligne un site qui indique si donc Mublock est efficace ou quoi faire sinon. Donc Mublock peut être d'ailleurs modifié plusieurs fois par jour pour prendre en compte ce genre de truc. C'est incroyable. Vous n'en avez pas conscience, mais c'est une guerre totale. Et c'est aussi le cas d'AdGuard, de Ghostery d'ailleurs, et même de Brave. Alors pour l'instant, la guerre fait rage, mais c'est que le début. Jusqu'où ira l'escalade? À quel point Google estime que le sujet est important? Oui, bon, en fait, on le sait, le sujet est important, puisque Google, c'est 80% de revenus de pub. YouTube a vendu pour 22 milliards de pubs ces 9 derniers mois, donc ok, c'est important. Alors, ce qui justifie d'ailleurs une petite inquiétude, parce que pour le moment, les adblockers et Google jouent à tap-top. Il se peut que Google se lasse, que finalement, voilà, les adblockers gagnent par forfait, mais il est possible que Google se lasse et tape ailleurs. Je veux dire, Google, c'est Chrome. Chrome, c'est 65% de part de marché. Si Google interdisait les extensions d'adblock sur le Chrome Web Store, bah, ce serait dommage. Alors d'accord, on pourrait aussi les sideloader, les installer par ailleurs, mais enfin, bon, Google pourrait aussi modifier la manière dont les extensions doivent fonctionner. On a eu peur pour ça avec le manifeste V3, qui aurait dû être lancé cette année, mais qui est suspendu pour l'instant sine die. Le manifeste V3, sous couvert d'accroître la sécurité, en fait, il limitait beaucoup les accès des extensions aux API. Et voilà, ça leur a posé des restrictions qui étaient pénibles, qui ruinaient les performances, ou qui carrément les empêchaient de fonctionner, quoi. Donc, pour le moment, voilà, devant le rejet général de ce truc, Google a reculé, l'a mis sur pause, ce manifeste V3, mais bon, ça pourrait changer. Est-ce que ça pourrait pas revenir sous la forme de manifeste V4, ou qui prendra le contrôle des adblocking? Je sais pas. Pour le coup, le procès antitrust qu'il a au basque pour l'instant encouragerait pas Google, clairement, à être trop brutal, et à utiliser toute la puissance de son intégration verticale et de son monopole sur le secteur. Peut-être qu'il y aura aussi une négociation, je sais pas, va savoir. Google paye déjà AdBlock, pour AdBlock Plus, pour laisser passer les pubs acceptables. Bon, la situation est compliquée, pour le moment, l'heure ne semble pas à la diplomatie. Pour le moment, c'est plutôt l'escalade, et en fait, c'est pas génial, parce qu'il y a aussi pas mal d'extensions qui juste bloquent les trackers, par exemple, qui vont pas suivre, ou alors des trucs qui n'arriveront pas à bloquer les dernières versions du pop-up, et qui donc ne seront plus téléchargés, qui donc seront des victimes collatérales, quelque part, de cette bataille. Donc bon, pour l'instant, c'est sale. C'est pas joli, et c'est une étape de la guerre. Sortez les pop-corn et préparez-vous au prochain épisode. En attendant, on va mettre tous ces sujets parfaitement trop sérieux, Guillaume, voyons, de côté, pour nous plonger dans des sujets beaucoup plus légers. Voyons, peut-être pas, mais de jeux vidéo en tout cas. Allez, on continue à parler un petit peu du procès Epic Google. Je vous parle pas d'Epic Apple, mais Epic Google. Oui, le procès Epic contre Google va avoir lieu, donc Epic, on le rappelle, attaque Google comme il l'a fait pour Apple, en imposant Google en imposant son système de paiement et sa commission. Donc en gros, il est monopolistique, et donc Epic attaque ça. Donc il n'était pas le seul à râler. À l'époque, il y avait Match aussi. Mais Match a trouvé un terrain d'entente avec Google, voilà, ça a matché avec Google. Donc c'est un gros lâcheur, Match, voilà, il attaque plus, du coup Epic il va tout seul, et ça l'arrange pas trop, bien le dire.
Enfin, le procès va nous ramener encore quelques infos juteuses, hein, ça c'est sûr, c'est déjà ça. Et d'ailleurs, on vient d'apprendre que même après 5 ans, à faire la danse des 7 voix là, devant tous les joueurs PC, l'Epic Game Store n'est toujours pas rentable. Alors c'est une surprise presque, parce qu'en 2021, Tim Sweeney disait que perdre des masses de fric dans le store était un super plan, et qu'en 2023, ça deviendrait super rentable. Il avait l'air très confiant là-dedans, et en fait, il savait c'est un peu planté. Non, voilà. Donc l'objectif principal de la boîte, ça reste la croissance, hein, officiellement. Enfin bon, c'est vrai que là, ça s'annonce pas très bien. Et c'est vrai que bon, du coup, la grosse vague de licenciements nous revient en mémoire et on comprend un petit peu mieux pourquoi. On va dire. J'ai relancé, pendant qu'on parle d'Epic, un petit peu Fortnite, Guillaume, forcément, puisqu'il y a la nouvelle saison qui nous ramène dans le passé, dans les débuts de Fortnite. On va revivre plusieurs chapitres de Fortnite. Donc, pour les personnes qui, comme moi, s'y sont mis un peu tard, qui ont envie de se rendre compte que, voilà, c'était pas mieux avant, c'est peut-être pas mal. Et est-ce que c'était mieux avant concernant les jeux massivement multijoueurs, Guillaume ? Avant, je sais pas, mais de toute façon, c'est pas le passé, c'est le futur, c'est le présent, c'est tout. Je veux dire, World of Warcraft annonce à nouveau 3 extensions à venir, incroyable. Donc, bien sûr, bon, là, c'est la BlizzCon, donc il y a la prochaine extension qui a été annoncée. Donc, cette extension, elle s'appelle The War Within, la guerre intérieure. C'est la première, en fait, d'une trilogie, après, il y aura Midnight, apparemment, et The Last Titan. Et c'est un arc narratif complet, qui va donc être la saga de l'âme monde, et il faut un truc absolument énorme, donc un arc narratif sur 3 extensions, pour célébrer les 20 ans, parce que ça y est, ça fait 20 ans que World of Warcraft est sorti. Il est sorti en 2004, donc en 2024, voilà, ça fait 20 ans, ils ont rappelé un ancien, Chris Metzen, qui a donc été responsable de plein de trucs, dans plein de titres, il a un petit peu touché à tout, à Starcraft, il a touché à Warcraft, à tout ce que vous voulez, et bon, du coup, c'est plutôt bien accueilli, hein, parce qu'il paraît, bon, moi évidemment j'ai pas joué à cette extension, mais il paraît que l'extension Dragonflight n'a pas non plus convaincu tant que ça. Donc il voulait faire un gros truc, et voilà, donc il voulait effectivement annoncer un gros machin pour les 20 ans. T'imagines ça, 20 ans? Ça m'a bien foutu les boules, Guillaume. J'ai pris un coup de vieux, puisque je me rappelle avoir joué à la bêta à l'époque. Je me souviens... Ah oui, carrément. Ah oui, j'ai participé à la bêta, moi, monsieur. Et bon, c'est une nouvelle ère, hein, donc ça va être aussi une nouvelle ère pour Blizzard, hein, puisque ça y est, ils font partie de Microsoft, hein, c'est complètement officiel. Donc il y a Ibarra qui en a un petit peu parlé. Alors il en a beaucoup parlé, paradoxalement, sans rien dire, parce que en fait il sait rien. Il est confiant dans l'avenir à l'intérieur de Microsoft, mais manifestement il a aucune idée de comment ça va se passer. Et il le dit d'ailleurs, hein, parce que Phil Spencer, il est passé dire coucou, quoi, globalement. Mais pour l'instant, rien de plus. Ils n'ont pas vraiment discuté de l'avenir, tout ça, donc pour l'instant, c'est business as usual, il se passe rien de spécial. Néanmoins, il y a quand même une nouvelle ère qui s'ouvre, incontestablement, hein. Donc, de toute façon, chez Blizzard, il y a eu l'ère pré-World of Warcraft, avec Starcraft, Warcraft 2, 3, etc. Bon, forcément. Il y a eu l'ère World of Warcraft, où vraiment, bon, on peut dire que c'était quand même un gros tournant. Et là, pour Ibarra, il y aura l'ère Microsoft. Donc c'est quand même une nouvelle ère qui va s'ouvrir. Alors, on n'en sait rien. Voilà. Il n'est pas inquiet, mais bon, c'est pas comme si le repreneur avait des problèmes d'argent, tu vois, donc finalement, il n'est pas trop inquiet. On verra de quoi l'avenir sera fait. Il sera peut-être fait de PNJ qui parle avec ChatGPT. Ah oui, c'est possible. Parce que tu pourras peut-être vraiment te taper une discussion avec Grok, mais Grok, le Grok de... le vrai Grok. Hein, le vrai Grok, c'est-à-dire l'orc de World of Warcraft. On pourra discuter sur la meilleure manière d'assommer un gnome, par exemple, un truc comme ça. Alors je dis ça pas ça complètement au hasard, parce que Xbox a officiellement annoncé un partenariat avec InWorld AI, et c'est exactement la spécialité d'InWorld AI, en fait. Alors, InWorld AI, c'est une boîte qui fait des NPC dynamiques, qui sont basés sur des modèles de langage, sur des LLM, donc sur des IA comme ChatGPT. Donc en gros, ils fournissent tous les outils pour intégrer ça dans un jeu de manière très simple, il n'y a même pas besoin de coder en réalité. Vous faites des fiches de personnages, vous faites des morceaux d'histoire, et puis après les PNJ, avec évidemment l'intelligence artificielle, va pouvoir discuter de manière complètement ouverte avec les personnages, il va aussi pouvoir gérer les quêtes, il va pouvoir quand même coller aussi à des scénarios. Et bon, donc Xbox a fait un partenariat avec eux, ce qui veut dire qu'on va probablement voir des studios first party Microsoft utiliser ça, donc on va devoir débarquer ça sur le Game Pass ou en tout cas dans des productions Microsoft assez prochainement, quoi, hein, et ce sera pas seulement chez Microsoft. Donc c'est quand même assez intéressant ce truc d'InWorld, parce que oui, c'est quand même marrant. Alors, si vous voulez vous faire une idée, donc il y a des démos effectivement sur leur site, hein, vous allez sur InWorld AI, il y a des démos sur leur site. Ils ont fait des modes pour des jeux en particulier. Par exemple, il y avait un mode pour GTA.
que l'éditeur a viré parce que voilà GTA, donc ça n'existe plus. Mais effectivement, ils ont fait des mods et il y a des démos. C'est assez rigolo de voir ça. Ça marche en VR, ça marche comme vous voulez. C'est peut-être effectivement un des futurs trucs qu'on verra dans les jeux vidéo. En sachant que je veux pas réveiller les vieux démons qui occupent ce podcast, Guillaume, mais bon, si jamais on imagine que ça avance vers un progrès autour de la personnalité, autour du côté convaincant de ces PNJ, peut-être que ça nous montre une fois de plus que nous-mêmes, on est déjà dans une simulation de l'avenir. Bon, pardon, je dérive. On va plutôt parler d'un truc beaucoup plus sérieux concernant les jeux vidéo. À la hauteur des pop-corn qui me gênent et qui me ruinent l'expérience du cinéma, il y a une autre expérience qui me gêne dans les jeux en ligne, Guillaume, quand on doit parler des Doritos. Non, mais vraiment, tout le monde veut mettre IA dans ses produits. Je veux dire, tout le monde. Même mais Doritos a trouvé le moyen d'essayer de se raccrocher au train de l'IA. C'est absolument incroyable. Alors, effectivement, quand vous jouez à un jeu en ligne, entendre quelqu'un qui bouffe un Doritos et qui croque des trucs dans le micro, c'est désagréable. Certes. Mais de là à mettre au point un logiciel d'intelligence artificielle que vous pouvez télécharger sur votre PC et qui annule spécifiquement le bruit de Doritos, il y avait quand même un pas que Doritos a franchi, bien entendu, avec Est-ce que ça marche avec les Pringles ? Pardon ? Est-ce que ça marche avec les Pringles ? C'est important. Alors, c'est une grande question. Je pense qu'il faudra faire un test pour voir si ça marche avec toutes les chips. Est-ce que ça marche avec des pop-corn ? Est-ce que ça marche avec des cacahuètes ? Parce que c'est pas clair du tout. Tu vois, donc, le Doritos Silent Tech, c'est pour les vrais gamers. Et parce que il paraît que 30% des gamers, selon un sondage, on va savoir lequel, disent que les bruits de mastication et les bruits de croquis de Doritos entravent complètement leur expérience de jeu. Donc voilà, c'est magnifique. Mon Dieu. Et tu as raison de dire que je ne sais pas s'il n'y a pas une marque, une industrie qui n'a pas cherché à rattacher de l'IA. Là, ça sent quand même un peu le truc capillotracté. Mais bon, écoute, après tout, peut-être que ça met en lumière un problème qui était trop méconnu, qui est celui du bruit des craquements de chips et de Doritos durant les jeux en ligne. Guillaume, merci d'avoir rétabli ce vrai problème auprès de nos auditeurs pour cet épisode de cette semaine. J'espère que vous avez passé un bon moment. J'espère que l'info était utile pour vous et j'espère surtout que vous avez eu l'occasion d'être divertis dans un temps mort de votre quotidien. Si c'est le cas, je vous invite à faire savoir que vous aimez Tech Café sur les apps de podcast comme Apple Podcast, Podcast Addict et éventuellement aussi de passer par la case du financement participatif, ne serait-ce que quelques semaines. Vous allez sur patreon.com/techcafé et puis vous créez un compte ou vous vous connectez à votre compte existant et puis vous acceptez de soutenir Tech Café pendant un moment. Vous pouvez plafonner la participation et la suspendre à tout moment. Merci beaucoup de l'envisager. Et puis en attendant, vous savez aussi, vous pouvez nous retrouver à titre individuel. Guillaume, est-ce qu'on peut te retrouver ? Ah bah écoute, on va nous retrouver à la bibliothèque en train de chercher En Terre étrangère de Henlein. Je connais pas du tout. Forcément. Et vraiment, tu vas te documenter. Alors peut-être pas à la bibliothèque, peut-être chez Emmaüs, je sais pas, on verra où je le trouve. Très bien, tu nous tiendras au courant, merci beaucoup. Je suis Guillaume Vendée, je suis Guillaume Vendée à peu près partout, sur Instagram, sur Blue Sky, sur Mastodon aussi, sur Twix, n'importe quoi, sur Twitter, Twix. Sur Twitch et sur guillaumevendée.fr. Merci beaucoup pour votre fidélité. On se retrouve dans quelques jours pour un prochain épisode de Tech Café. Ciao à toutes et à tous. Ciao à tous.